Euh, D'abord, c'est un problème très important. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très projet, euh, qui sont relativement complexes, des projets qui sont composés de plusieurs tâches. Donc, un projet, on peut le décomposer en plusieurs tâches. Et après, ces tâches-là, on peut définir entre elles, enfin, entre ces tâches-là, des relations qu'on appelle des relations de précédence ou des contraintes de précédence. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en train de construire, vous êtes dans un chantier, vous construisez un immeuble, ben, vous ne pouvez pas commencer à vous ne pouvez pas commencer à faire de la peinture tant que vous n'avez pas construit les murs, bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pouvez pas commencer à construire les murs tant que vous n'avez pas fait la structure, c'est-à-dire les piliers, les ceintures, etc. Donc, il y a un certain nombre de tâches qu'on va définir dans notre projet. Et à partir de là, on va définir aussi les contraintes qu'il y a entre les différentes tâches. Et une fois qu'on a défini les contraintes, on peut trouver en quelque sorte un calendrier optimal, un calendrier qui nous permettra de réduire ou de minimiser le délai d'exécution ou de réalisation de notre projet. Ce que nous appelons en théorie des graphes problème d'ordonnancement, ou en recherche opérationnelle on appelle problème d'ordonnancement, vous allez le revoir, surtout pour les étudiants qui vont faire peut-être IL, Master IL, mais sinon, vous pouvez aussi le voir dans d'autres spécialités. Vous pouvez le voir en génie logiciel sous une autre appellation, ça s'appelle tout simplement gestion de projet. Donc, moi aussi, je parle de projet. Euh, on n'aborde pas exactement de la même façon, mais la finalité est la même. C'est-à-dire qu'on va voir les mêmes outils. Donc, on va voir le diagramme de perte, pardon, le diagramme de Gantt, et on va voir la méthode perte qui nous permettent nous permettent de trouver la durée minimale de projet, ou si vous voulez, l'organisation qui nous permettra de trouver la durée minimale du projet. Donc voilà, donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est qu'un projet, donc la notion des tâches et la notion de contrainte entre les tâches. Donc on va voir le diagramme de Gantt. Ensuite, on va voir la représentation par un graphe, donc une représentation du problème d'ordonnancement par un graphe qu'on appelle le graphe potentiel tâche. Et à partir de ce graphe, on a des algorithmes qui nous permettent, enfin, ça va être une application tout simplement de ce qu'on a vu au chapitre précédent, donc des algorithmes qui nous permettent de trouver un ordonnancement optimal. Et après, on verra quelques propriétés qui sont relatives à la notion de marge dans les problèmes d'ordonnancement. Donc, comme je l'avais dit, donc un projet consiste en un ensemble de n tâches liées entre elles. Hein, si vous voulez, il y a par des contraintes de succession ou de précédence. L'objectif d'un problème d'ordonnancement, c'est de calculer la durée minimale de projet, déterminer la date ou les dates de début au plus tôt et au plus tard des tâches. On verra qu'est-ce que ça veut dire la date au plus tard. La date au plus tôt, on devine à peu près ce que ça veut dire, mais la date au plus tard, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et déterminer ce qu'on appelle les tâches critiques. On verra, on va définir ce que ça veut dire une tâche critique. Donc le problème d'ordonnancement consiste à organiser dans le temps la réalisation des tâches d'un projet compte tenu de contraintes temporelles, donc les délais, les contraintes d'enchaînement, et de contraintes portant sur la disponibilité de ressources requises afin de minimiser la durée globale du projet. En fait, les contraintes portant sur la disponibilité de ressources, nous, on ne va pas voir ça. Ça, c'est un type un peu plus élaboré des problèmes d'ordonnancement. Nous, on va voir des problèmes d'ordonnancement relativement simples, on l'appelle problème d'ordonnancement simple, avec des contraintes seulement, des contraintes temporelles, c'est-à-dire des contraintes de précédence, comme on l'a dit précédemment. Donc, quand on a un projet, il faut identifier les différentes tâches, il faut estimer la durée de ces tâches, la contrainte de succession ou de précédence entre ces différentes tâches.
nous ne considérons pas les tâches liées aux ressources dans ce cours. C'est ce que j'avais dit. Donc, les ressources sont supposées illimitées. Bon, qu'est-ce que ça veut dire les contraintes liées aux ressources? Ben, si quand vous avez, je sais pas, vous devez faire, par exemple, vous avez deux tâches qui utilisent une même ressource. Imaginez que vous êtes dans un chantier et que vous avez, par exemple, deux tâches, mais les deux tâches utilisent une grue, par exemple. Donc, si la grue ne peut pas être utilisée en parallèle par les deux tâches, ou doit être utilisée en parallèle par les deux tâches, mais qu'on n'a qu'une seule grue, donc vous avez une contrainte de ressources. Bah, vous pouvez avoir des contraintes de ressources en termes d'employés, c'est-à-dire si vous avez un certain nombre d'employés, les employés peuvent faire différentes tâches, mais que vous avez des tâches qui sont en parallèle. Est-ce que vous allez répartir les employés sur les deux tâches ou vous préférez mettre le paquet en lui donnant, mettant à disposition les employés? Donc, c'est des choix qui doivent être faits. Mais j'ai dit que dans ce cours, on ne va pas voir la notion, enfin, les contraintes liées aux ressources. Donc, les ressources sont supposées être illimitées. Attendez, mais là, j'ai parlé de projets en disant que c'est des chantiers, etc. Mais en fait, même un projet informatique, lorsque vous devez réaliser un logiciel, c'est un projet. Et si vous devez réaliser un logiciel assez complexe, vous allez être amené aussi à diviser votre projet en plusieurs tâches. Et quand je dis tâches, ça va être des fonctions, ça va être des fonctions, disons, élémentaires qu'il va falloir réaliser. Et donc, il va falloir estimer le temps qu'il faut pour réaliser ces fonctions. Et certaines fonctions ne peuvent pas être réalisées que lorsqu'on aura terminé d'autres fonctions parce qu'on a besoin des résultats que nous donnent ces fonctions. Donc, parfois, on a des contraintes de précédence comme ça. Et parfois, les contraintes, elles sont imposées peut-être par le client. Il a besoin peut-être en urgence de certaines fonctions. Donc, il y a des contraintes qui vont être posées. Donc, ça vous mènera aussi à un problème d'ordonnancement. Hein. Donc, même quand vous êtes sur un projet informatique, vous êtes aussi, vous pouvez aussi traiter, si vous voulez, organiser votre projet sous forme de plusieurs tâches et faire une gestion de ce projet avec les méthodes que l'on va voir ici. D'accord, c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur le... Bon, s'il n'y a pas de questions, donc de nombreuses méthodes d'ordonnancement peuvent se regrouper en deux grandes familles selon le principe de base qu'elles utilisent. On distingue donc les méthodes de type diagramme de Haber, qu'on appelle le diagramme de Gantt, et les méthodes à chemin critique, potentielle tâche ou potentielle étape. Donc, c'est la méthode qu'on appelle la méthode PERT. Donc, on va voir les deux méthodes. La première méthode, ce n'est pas des recherches opérationnelles, c'est juste une organisation, enfin, une schématisation des tâches et qui nous permet aussi de résoudre le problème. La deuxième méthode, elle est basée sur des méthodes de recherche opérationnelle qui consistent, on va voir, à rechercher un chemin optimal dans un graphe. Donc, on va parler des tâches. Donc, une tâche est une activité élémentaire, donc qui est caractérisée par sa durée, sa date de début, sa date de fin, et on a la relation, donc bien sûr, que la date de fin est égale à la date de début plus sa durée. Éventuellement, les ressources nécessaires à son accomplissement. Et on a dit que ça, on ne va pas traiter dans ce chapitre. Les tâches sont supposées non préemptives. Qu'est-ce que ça veut dire non préemptive? Vous avez vu ce terme en principe en système d'exploitation? Oui. D'accord? Donc ça veut dire qu'une fois que l'exécution a commencé, elle se poursuit sans interruption jusqu'à la fin. Non préemptive, ça veut dire que les tâches ne doivent pas être interrompues. Donc une fois qu'elle commence, elle va jusqu'au bout. Il existe entre les tâches d'un projet des relations de précédence, qui signifie, par exemple, qu'une tâche I ne peut débuter que si une certaine autre tâche J est finie. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une contrainte de précédence. Une telle contrainte peut être représentée par la relation
Hein. Si on considère que TI, c'est la date de début de la tâche J, TJ, c'est la tâche I, pardon, le TJ, c'est la date de début de la tâche J. Donc, TI est supérieur ou égal à TJ plus DJ. C'est-à-dire la phrase que j'ai écrite ici, je peux l'exprimer avec cette inéquation, n'est-ce pas? On peut écrire aussi que TI moins TJ est supérieur ou égal à DJ. D'accord? C'est-à-dire que TI ne peut commencer que lorsque la tâche J est finie. C'est ça ce que ça veut dire. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, on va voir maintenant le diagramme de Gantt. Donc, on peut représenter sur le graphique d'avancement des travaux. En effet, on indique par une barre le travail effectivement accompli depuis que les tâches ont été commencées. Si on procède ainsi pour toutes les tâches, on saura à tout moment quel est l'état réel d'avancement du projet. Donc, on va prendre l'exemple qui est là. Donc, on a ici des tâches qu'on a appelées A, B, C, D, E, F. Et vous avez leur durée. Et vous avez ici les contraintes. Donc, vous avez la tâche I, elle dure 5 unités de temps. C'est 5 jours ou 5 semaines, 5 mois, ce que vous voulez. Donc, 5 unités de temps. La tâche B, elle dure 3 unités de temps, etc. Et on a des contraintes de précédence. Donc, A, elle n'a pas de contraintes, c'est-à-dire qu'elle peut commencer librement. B aussi, C aussi. Par contre, D, elle ne peut commencer que lorsque C et B sont achevés. Il manque un S ici. La tâche E, elle ne peut commencer que lorsque B est achevé. Et la tâche F, elle ne peut commencer que lorsque A et D sont achevés. Donc, vous voyez un peu, on a ici 6 tâches. Chaque tâche, elle est caractérisée par sa durée et elles sont caractérisées aussi par des contraintes de précédence. Donc, étant donné que A et B et C ne sont pas soumises à des contraintes de précédence, donc elles peuvent commencer à la date 0. D'accord? Donc, j'ai ici la tâche A et j'ai représenté par une barre qui représente en même temps sa durée. C'est-à-dire, vous voyez que A, elle dure 5 unités de temps, donc j'ai mis une barre d'une longueur qui est égale à 5. B, elle a une durée de 3, donc j'ai mis une barre de 3. Et C, elle a une durée de 4, donc j'ai mis une barre de 4. Maintenant, pour passer à la tâche D, donc la tâche D, elle est précédée, elle ne peut pas commencer que lorsque C et B sont achevés. Comme vous voyez ici, C et B, C, elle se termine à la date 4 et B, elle se termine à la date 3. Donc, à votre avis, à quelle date elle peut commencer la tâche D? 4, monsieur. Exactement, à la date 4. Donc, c'est pour ça que je mets ici, donc D, elle ne peut commencer qu'à partir de la date 4. En quelque sorte, elle se termine lorsque les deux tâches sont finies, donc elle se termine à la date qui correspond au maximum des fins des deux tâches. D'accord? E, elle commence lorsque B est achevé. Bon. Donc, vous voyez que E, donc elle peut commencer à la date 3. Donc, et j'ai représenté toujours par une barre qui correspond à la durée de la tâche. Après, vous avez F qui a une durée de 3 et qui ne peut commencer que lorsque A et D sont achevés. Donc, ça veut dire que F, elle commencera à quelle date? 7, monsieur. Enfin, 5. 7. 7, oui, 7. 7, parce que A et D, donc D, elle se termine à la tâche 7, donc B, elle se termine à la tâche 5, à la date 5. Donc, peut commencer à la date 5. Donc, voilà ce que c'est qu'un diagramme de Gantt. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est très simple. Et bien, ce diagramme, il est très, très, très utilisé dans les chantiers où on a un véritable bureau d'études, on a un suivi, etc. Donc quand vous avez un chantier, il m'est arrivé de rentrer dans un immeuble en France
Et dans l'immeuble, il y avait des travaux. Et dans le hall d'entrée, il y avait un diagramme de Gantt comme ça. Si je retrouve la photo, je l'ai pris en photo. Si je trouve la photo, je la partagerai avec vous. Bon, je l'ai prise avec mon appareil. Il n'était pas très très net, mais j'étais quand même surpris de trouver dans un immeuble d'habitation un diagramme de Gantt parce qu'il y avait des travaux de rénovation, je sais pas, plomberie, ravalement de façade, etc. Et il y avait un diagramme comme celui-ci à l'entrée. Donc, quand je vous dis que c'est quelque chose qui est très utilisé, donc je vous dis, les gens qui vont faire IL, ils vont revoir tout ça dans un module qui s'appelle gestion de projet. On ne le voit pas exactement de la même façon, mais la finalité est la même. Il y a des logiciels aussi qui permettent de faire ce genre de choses. Il y a un logiciel de Microsoft qui est le plus utilisé. Alors, dans le Project quelque chose, j'ai oublié. J'ai oublié comment il s'appelle. Project quelque chose, mais en tout cas, vous faites gestion de projet sur Google, logiciel, gestion de projet, il va vous donner des logiciels qui permettent de représenter. Et ces logiciels, qu'est-ce qu'on leur donne? On va leur donner les tâches, on va leur donner les durées, on va leur donner les contraintes. Il va vous dresser un diagramme comme celui-là, où il va vous dire... Donc, avec ce diagramme, vous avez un ensemble d'informations. Donc, vous savez à quel moment vont commencer vos tâches et à quel moment elles vont se terminer. Et vous voyez que mon projet, qui est constitué des 6 tâches, il se terminera à la date 10. Ce n'était pas évident quand je voyais ce tableau-là. Vous êtes d'accord avec moi que je ne pouvais pas savoir à quel moment exactement j'allais pouvoir terminer. Mais quand j'ai dressé ce diagramme, je sais maintenant que mon projet il se terminera au bout de 10 unités de temps. D'accord ? C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. On continue. Alors, donc ça, c'était une manière de traiter en fait le problème d'ordonnancement. Donc là, cette méthode, si vous voulez, bon, j'aime la présenter parce que c'est quand même intéressant, mais en fait, ça ne relève pas de la théorie des graphes. Donc, ce qui relève de la théorie des graphes, c'est ce qui va suivre. Donc, un problème d'ordonnancement, on peut aussi le représenter par un graphe. Et donc, à partir de ce graphe, on peut aussi trouver toutes les informations qu'on avait trouvées au niveau du diagramme de Gantt. Donc, pour représenter le problème d'ordonnancement simple par un graphe, c'est très simple. On utilise un graphe orienté de sorte qu'il va correspondre à l'ensemble des tâches. Donc, chaque sommet de X représente une tâche. Les arcs U représentent les contraintes de potentiel ou de précédence en général. Donc, quand on a une contrainte de type TJ moins TI inférieur ou égal à AIJ, on met un arc qui relie I vers J. Bon, est-ce que je n'ai pas fait inférieur ou égal? Non, c'est supérieur ou égal. Lorsqu'on a une contrainte de type TJ moins TI supérieur ou égal, ici il y a une erreur. Le problème, c'est que sur mon PC, je n'ai pas réinstallé tout ce qu'il faut pour que je traite les documents LaTeX. Donc, je vais essayer de faire ça, de corriger et vous renvoyer une version corrigée. Donc, ici, c'est supérieur ou égal, ce n'est pas inférieur ou égal. Donc, lorsque j'ai une contrainte de type, on l'a vu tout à l'heure, on avait dit que, regardez, vous vous rappelez, on avait dit que lorsqu'on a une tâche, une relation de précédence entre deux tâches, qui est du genre I ne peut débuter que si une certaine autre tâche J est finie. Donc, cette contrainte, on a pu qu'on pouvait l'écrire sous cette forme. Et après, cette équation peut être transformée en cette écriture. Donc, lorsqu'on a une telle équation,
Donc, ça veut dire qu'on a un arc qui va relier la tâche J vers la tâche I et avec le poids DJ. Donc, c'est ce qu'on vient de redire ici. Bon, ici. Donc, il y aura un arc de I, attention, hein, de I vers J ici, hein, de I vers J, et qui va avoir le poids AIJ. Donc, le poids associé à l'arc est égal à PIJ, qui est égal à AIJ. Voilà, donc ça, c'est d'une part, mais ce n'est pas fini. En fait, on va rajouter deux sommets particuliers qu'on va appeler alpha et oméga, qui représenteront des tâches fictives. Alpha va représenter le début du projet et oméga va représenter la fin du projet. Donc, on va avoir en fait X qui va être enrichi de deux sommets. Donc, un sommet pour chaque tâche, plus deux sommets particuliers qu'on appellera alpha et oméga. D'accord? Donc, on peut reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc, on a 6 tâches, donc on va avoir 6 sommets. Donc, plus les deux sommets qui représentent les deux tâches de début et de fin du projet. Donc, on aura 8 sommets. Et on va représenter les différentes contraintes. Donc, vous voyez, les tâches A, B et C ne sont reliées à aucune, ne sont liées par des tâches de précédence, enfin n'ont pas de contraintes de précédence, si vous voulez, par rapport à leur début. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire tout simplement que TA moins T alpha est supérieur ou égal à 0. La même chose pour TB et la même chose pour TC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que A commence au plus tard 0 unité de temps après le début du projet. N'est-ce pas? Donc on va utiliser notre règle. Donc quand on a une équation de ce style, on va relier le sommet qui est là au sommet qui est là avec le poids qui est là. Donc on va relier alpha vers A avec le poids 0, alpha vers B avec le poids 0, alpha vers C avec le poids 0. Donc c'est ce qu'on a ici. D'accord? Donc quand on rajoute D, D, on peut voir ici que TD moins TB est supérieur ou égal à 3 et TD moins TC est supérieur ou égal à 4. Pourquoi? Parce que D ne peut commencer que lorsque C et B sont achevés. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que TD est supérieur ou égal à TC plus la durée de C qui est égale à 4. C'est ça? Et TD est supérieur ou égal à TB plus la durée de B qui est égale à 3. Donc, c'est pour ça qu'on a ça. Est-ce que c'est clair? C'est le sens des arcs. Lorsqu'on a T et moins T de G supérieur, on met IG ou là on met GE. Quand on a TI moins TJ supérieur ou égal à DJ, à DIJ, on va mettre l'arc de J vers I, c'est-à-dire ici de B vers D, ici de C vers D. Donc de B vers D. En fait, c'est parce que D est précédé par B et D est précédé par C. C'est un peu logique quand on voit cette figure, n'est-ce pas? Ah oui, je vois, monsieur. Oui, merci. D'accord? Et on voit ici que D est précédé par B et le poids qui est là pour dire que D ne peut commencer que lorsque B est fini, c'est-à-dire B a commencé et ensuite plus la durée, donc c'est B est fini. La même chose, D ne peut commencer que lorsque C est fini. C'est pour ça on va rajouter en quelque sorte le 4 ici. Ensuite, E ne peut commencer que lorsque B est achevé. Donc, on va rajouter la tâche E et on va mettre la contrainte. Donc, TE moins TB supérieur ou égal à 3. Donc, on va mettre un arc qui va relier B vers E avec le point 3. Et enfin, TF moins TA et TF moins TD. Donc, vous voyez, j'ai rajouté ici les arcs. Et ce qui nous reste maintenant, c'est le fameux oméga. Oméga, on va le relier à tous les sommets qui n'ont pas de successeur.
On n'a pas besoin. On peut rajouter des arcs de C vers oméga, de A vers oméga, de B vers oméga, etc. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est en fait, ça sera un arc, une information redondante. C'est une information de plus qui n'apporte pas grand-chose. On peut le montrer plus tard en TD. Je crois on a une question qui permet de démontrer que l'arc ne sert à rien. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez bien assimilé ce que je suis en train de faire ici? Est-ce que je suis en train de raconter du chinois? Monsieur, quand vous parlez de redondance, c'est-à-dire entre l'arc A, pas l'arc, entre les points A et le point oméga, on va écrire, si on suppose qu'on va faire indiquer la flèche, on aura le numéro 5 sur la flèche, c'est ça? Exactement. On va mettre, parce que en fait, oméga c'est quoi? C'est la date de fin de projet. Et oméga, c'est une tâche. Et on va dire que la fin du projet n'arrivera que lorsque toutes les tâches seront finies, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que T oméga est supérieur à TF plus 3, supérieur à TA plus 5, supérieur à TD plus la durée de D qui est 3, et ainsi de suite. Donc, en fait, T oméga est supérieur à tout. Puisque, on peut dire que oméga, la fin du projet, oméga c'est la fin du projet, ne sera effective ou ne sera la date de fin du projet est supérieure ou égale à la date de fin de toutes les tâches. D'accord? Oui, merci. D'accord. Mais en fait, l'arc qu'on va mettre ici ne nous apportera pas grand-chose. On verra pourquoi. Allez. Donc, là, jusque-là, on a vu comment représenter donc, le problème d'ordonnancement par un graphe. Bon. Mais comment trouver ce qu'on a trouvé tout à l'heure avec le diagramme de Gantt, c'est-à-dire les dates de début au plus tôt, éventuellement les dates de début au plus tard, la durée du projet, etc. Donc ça, c'est le problème, la recherche d'un ordonnancement optimal. Donc la solution d'un problème d'ordonnancement revient à déterminer le calendrier optimal du projet qui consiste en la durée minimale du projet qui correspond à la date au plus tôt de fin du projet. Ah oui, si je cherche la date minimale de la fin, n'est-ce pas? La durée minimale du projet, c'est la date de début au plus tôt de oméga. Et les dates au plus tôt de début de chaque tâche. Donc, on doit déterminer ces deux choses-là. Donc, la durée minimale du projet et les dates au plus tôt de début de chaque tâche. Maintenant, à votre avis, à quoi pourrait correspondre au plus tôt d'une tâche? Vous pouvez essayer de trouver la solution? Le chemin le plus court de alpha oméga. Le cheminement optimal qui passe par... Le chemin le plus court. Un chemin optimal qui passe par tous les sommets. Parce qu'on cherche le chemin optimal à partir de alpha. Mais les dates au plus tôt, donc la date au plus tôt, par exemple, de F, à quoi ça correspond? Chemin le plus long. Je vous écoute. 5, monsieur. Le chemin le plus long. Le chemin le plus long. C'est exact. Et par rapport à la durée minimale du projet? Le chemin le plus court. Chemin le plus court. Ah, donc, on va dire que vous avez 50% de réponse qui est correcte. Et 50 fausses. Bon. Donc, votre camarade qui a dit c'est le chemin le plus long, en fait, parce que, effectivement, quand je regarde ici,
le D, par exemple, elle doit commencer, elle ne peut commencer que lorsque B est fini et C est fini. D'accord? Donc, si je calcule un peu la durée de enfin, le coût, le poids de ce chemin, c'est 3. Est-ce qu'à votre avis, elle peut commencer à la date 3? Non. Ben, on a vu dans le diagramme de Gantt, hein, je reviens un petit peu, D, c'est à la date. En fait, que tout simplement, si j'essaye de chercher la date au plus, même si j'écris l'équation, je vais dire qu'en fait, elle est égale au maximum de B, sa durée, le début de C, plus sa durée, que ça va être le max, date de début de D va être égale au maximum entre TB plus 3 et TC plus 4. Donc, je dis bien, c'est le maximum. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'elle ne peut pas commencer au minimum parce que y en a une qui n'a pas encore fini, alors que elle ne peut commencer que lorsque les deux sont finis. Donc, elle ne peut commencer que lorsque les deux sont finis, donc celle qui finira en dernier. Donc, c'est pour ça que c'est le maximum. D'accord? Donc, cela revient effectivement à chercher plutôt le chemin de coût maximum et non pas de coût minimum. Je disais que si je prends la tâche D, elle ne peut commencer que lorsque B et C sont terminés, achevés. C'est ce qui est écrit ici. Donc, elle ne peut commencer que lorsque la dernière des deux a fini. Donc, D, elle doit attendre que les deux soient finis. Donc, j'attendrai celle qui a terminé la dernière, n'est-ce pas? D est égal au maximum entre la date de début de B plus sa durée, c'est-à-dire plus 3, et la date de début de C plus 4. D'accord? Donc, c'est le maximum. Et quand j'écris ça, c'est-à-dire que la date de début de D est égale au maximum de la date de début de B plus sa durée, virgule, la date de début de C plus sa durée, plus 4, en train de tout simplement réécrire la fameuse équation qu'on a vue ensemble de Bellman, sauf que quand on a vu l'équation de Bellman, on avait vu avec min, mais cette fois-ci, ça va être avec max. Donc, quand on l'a vu avec min, c'est parce qu'on avait comme objectif de calculer ou de déterminer le chemin de poids minimum. Mais là, comme l'équation s'est transformée en max, là, ça veut dire qu'on a plutôt un problème de recherche de chemin de coût maximum, et non pas de poids minimum. Donc, ça va être pareil pour... Comment? Aussi, on peut garder le même algorithme, juste on multiplie le tout par moins 1. C'est-à-dire on rend le tout négatif. Oui, ça, c'est ce que j'avais dit. Mais bon, soit vous faites le même... date au plus haut, même si, vous voyez, il y a une sorte de paradoxe. Je cherche la date au plus tôt, c'est-à-dire en fait, je cherche la date la plus petite, mais elle correspond dans le chemin de poids max et non pas de poids min. D'accord? Vous avez compris? De la même façon, parce que même oméga, en fait, la durée minimale du projet, elle va correspondre au chemin de poids max qui va de alpha vers oméga, et non pas au chemin de poids min. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la même chose pour oméga, et pour que oméga se produise, c'est-à-dire pour que je dise que j'ai la fin du projet, il faut que toutes les tâches soient finies. Et quand je dis toutes les tâches soient finies, ça veut dire que il faut que la dernière soit finie. Donc ça veut dire que T oméga, enfin la date de fin de projet, elle est supérieure ou égale à toutes les tâches, d'accord, plus leur durée. N'est-ce pas?
à la date de début de chaque tâche, plus sa durée. Donc, ça veut dire qu'on va retomber exactement sur le même problème. Donc, la durée minimale du projet revient aussi à calculer le chemin de poids maximum qui va de alpha jusqu'à oméga. Donc, voilà. Donc, voilà un peu, on a vu. Donc, ici, il y en a un théorème. Bon, on ne va pas le démontrer. Il existe un ordonnancement réalisable si seulement si il n'existe pas de circuit de valeur strictement Vous allez me dire, par exemple, je ne peux pas dire aussi que D est précédé par B et Monsieur, B est précédé par D. Oui. Monsieur, on ne vous a pas entendu parce qu'il y a eu des coupures. Ah. Oui. Et là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Donc, je disais que il y avait un théorème qui nous disait ici que il existe un ordonnancement réalisable si seulement si il n'existe pas de circuit de valeur strictement positive dans le graphe G. Il y a deux choses. D'abord, un circuit, pardon, je reviens un petit peu en arrière, un circuit, il correspond à une contradiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Imaginez que j'ai ici un arc qui va de D vers B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en train de dire que D est précédé par B, et si j'ai un arc dans l'autre sens, ça veut dire que je suis en train de dire aussi que B est précédé par D. Ce n'est pas logique. C'est contradictoire. Ça contredit la définition, on a des noms préemptifs. Donc, j'ai repris B aussi. Non, pas la préemption, non. C'est contradictoire par rapport à la précédence. On ne peut pas dire que la tâche A est précédée par la tâche B, et ensuite on va dire que la tâche B est précédée par la tâche A. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir... Mais aussi, on a repris le B deux fois. Avoir un arc comme ça et un autre arc comme ça. Comment? Mais le B, on l'a repris à deux fois. C'est-à-dire, on a commencé le B après le alpha, c'est-à-dire après le début du projet, et ensuite après la fin du D aussi. Bon, on parlait de D, bien sûr. Non, je parle de... Si on a un arc entre D et B, un autre arc. Donc le B va être repris deux fois. C'est-à-dire, on commence le B, on passe à D, on revient à B. Vous ne pouvez pas dire que B est précédé par D et D à ce moment-là que... C'est une par la tâche A. C'est contradictoire. monsieur, il y a des coupures, on n'arrive pas à entendre. Désolé. En fait, ça, c'est un problème avec la 4G. Je ne sais pas, attendez, je vais voir si la DSL est rétablie. Je vais reprendre la connexion avec la DSL. Bon, alors je vais me reconnecter avec la DSL et croisons les doigts. Oh, vous êtes toujours là? Allô, allô? Je vous ai perdu? Oui, monsieur. Vous êtes là? C'est bon? Oui. C'est bon. Ça s'est établi. Donc, je suis sous la DSL. Normalement, ça devrait être plus stable maintenant. Donc, revenons à ce que je disais tout à l'heure.
Avion. Nous avons dit que donc il ne doit pas y avoir de circuit de valeur strictement positive dans le graphe G. Donc, d'une part, donc je disais que ça correspond à une contradiction, mais d'autre part, si vous vous rappelez, j'avais parlé aussi de la notion de circuit absorbant. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, puisque là, on est en train de chercher le chemin de coût maximum ou de poids maximum. Si j'ai un circuit, ça veut dire que je peux boucler indéfiniment dans ce circuit et augmenter à chaque fois le coût ou le poids de mon chemin. Donc, ça veut dire que le poids du chemin ne va pas être borné. Il va aller vers l'infini. Donc, le problème d'ordonnancement ici n'a pas de solution. Donc, vous avez en fait deux raisons pour cela. Donc, d'une part, vous avez un problème de contradiction et d'autre part, le problème de recherche de chemin de poids max n'admet pas de solution parce qu'on a un circuit absorbant. C'est bien? C'est clair? Je ne vous entends pas. Donc, les trois algorithmes sont applicables, monsieur. Je vous entends très mal. J'ai dit les trois algorithmes sont applicables. Comme on n'a pas de circuit, on n'a pas de circuit absorbant. Oui, tout à fait. Alors, si la condition d'existence est vérifiée, alors il existe un ordonnancement réalisable de durée minimale. Donc, c'est bon. La détermination du calendrier optimal consiste à déterminer les dates T alpha. T alpha, bon, en général, on la considère comme étant égale à 0. T1, T2 jusqu'à Tn et T oméga, de façon à minimiser T oméga moins T alpha sous les conditions contraintes de potentiel, donc Tj moins Ti supérieur ou égal à Ij, et les contraintes de non-négativité, chacune de ces dates, ou plutôt supérieure ou égale à 0. Donc vous avez un problème qu'on peut énoncer d'une certaine façon sous forme d'un problème avec un ensemble d'inéquations, comme ça, et un ensemble de non-négativité des variables, et une fonction qu'on appelle une fonction objective qu'on doit minimiser. En fait, ce problème, en général, on les appelle les problèmes de programmation linéaire. Quand on formait des ingénieurs, on leur faisait de la programmation linéaire, mais malheureusement, cette partie-là a été enlevée avec le LND. Donc, je ne sais pas si... je crois que vous faites ça ça a été enlevé en licence, mais vous ferez ça en master, en principe. Donc, dans le cas d'un graphe, oui. Monsieur, je n'ai pas compris le sens de les deux contraintes. Qu'est-ce qu'il signifie au juste? Les contraintes, c'est ce que j'ai écrit ici. Est-ce que ces contraintes, vous les avez compris? Oui, oui. Non, non-négativité et le potentiel. Écoutez, c'est la non-négativité, vous avez des dates à calculer. Donc, la date, si vous commencez votre projet, vous dites que ça, c'est la date 0, là, ça va être 3 jours après, ou je ne sais pas, enfin, ça va être 0, ça, c'est 3 jours après, ça, c'est 4 jours après, ça, c'est des dates, donc ça va être non négatif. Oui, ça, c'est clair. Et pour le potentiel? Ok. Les contraintes de potentiel, c'est celles que je vous ai montrées. Les contraintes de précédence. Donc c'est ça, c'est juste une deuxième nomination, on l'appelle potentiel. Oui, oui, c'est les contraintes de potentiel, les contraintes de précédence. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fonction objective. Donc en principe, ça, c'est un programme, c'est ce qu'on appelle un programme linéaire. Un programme linéaire, c'est-à-dire c'est un ensemble d'inéquations, une fonction objective. Donc il y a des méthodes pour la résolution de ça, mais ce n'est pas ce qu'on va utiliser nous. On ne va pas utiliser les méthodes de programmation linéaire pour résoudre notre problème, mais on va utiliser plutôt des problèmes de théorie des graphes, plutôt des algorithmes de théorie des graphes. Donc dans le cas d'un graphe sans circuit, on a donc T alpha, on le prend comme étant égal à 0,
et TI égale au max de TJ plus VGI. Bah, c'est quoi TJ? C'est toutes les tâches qui précèdent I, d'accord? Donc J, appartient à gamma moins 1 de I, donc c'est toutes les tâches qui doivent précéder I, c'est-à-dire que c'est toutes les tâches qui doivent être finies avant de pouvoir entamer I, plus VGI, bon, c'est la durée ou c'est le temps qu'on doit attendre après le début de la tâche J. C'est-à-dire que je peux vous dire, au lieu de dire qu'il faut que la tâche J soit finie, si je dis que c'est la tâche J soit finie, je vais rajouter ici DJ. Mais sinon, je peux dire aussi qu'il faut que la tâche J soit accomplie à 50% ou quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, je vais rajouter une certaine durée ici qui correspondra à 50% de la durée de J, par exemple. Donc, ça, c'est l'équation, si vous voulez, c'est la même chose que l'équation de Bellman, sauf que au lieu d'avoir le min, on a ici le max. Et donc, VGI, l'évaluation de l'arc GI, par exemple la durée, d'accord, et gamma moins 1 de I est l'ensemble des prédécesseurs de I, et la date de début au plus tôt de TI d'une tâche I est égale à la longueur du plus long chemin, ou du chemin le plus lent, ou du chemin de coût maximum, allant de alpha à I. D'accord? Donc voilà un peu, si on prend l'exemple de tout à l'heure. Donc, on peut calculer le chemin le plus lent. Donc, on peut utiliser, on peut adapter bien sûr l'algorithme de Bellman ou l'algorithme de Dijkstra ou ce que vous voulez. Et on peut trouver à partir de là les dates au plus tôt. Et on va retrouver exactement les valeurs qu'on avait trouvées lorsqu'on a fait le diagramme de Gantt. Donc, A, B et C, elles commencent à la date 0. E, elle commence à la date 3, D à la date 4, F à la date 7, et oméga, elle commence à la date 10. Mais oméga étant donné que c'est la tâche fictive qui correspond à la fin du projet, donc on va dire qu'en fait, 10, c'est la durée minimale du projet. Donc les dates au plus tôt de TA, TB, TC sont toutes égales à 0. Les dates au plus tôt de la tâche D, c'est égal à 4, et ainsi de suite. Et la durée minimale du projet est 10, qui correspond au plus long chemin allant de alpha à oméga. Ce plus long chemin, on peut voir ici que c'est A, C, D, F, oméga. D'accord ? Oui. Monsieur, on a dit quoi déjà sur le plus long chemin? La Pardon, durée pardon, maximale. j'ai pas Oui. très Qu'est-ce qu'on bien a dit? entendu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, d'accord. Donc, on avait dit quoi déjà sur la durée maximale du projet? La durée minimale du projet. Non, maximale. Non, on ne cherche pas la durée maximale du projet. La durée maximale du projet, elle est infinie. Donc, si vous voulez retarder votre projet, retardez-le à l'infini. Ok. D'accord? Mais ce qu'on cherche, c'est la durée minimale. C'est-à-dire qu'on veut compresser au maximum pour réaliser le projet dans les délais les plus courts. D'accord, monsieur. D'accord? C'est-à-dire quand vous voyez ça, ce qui est en parallèle, c'est des tâches que j'ai pu exécuter en parallèle. Donc, vous voyez par exemple que C et E, il y a une partie qui se fait en parallèle. A et E et D, il y a une partie qui se fait en parallèle et ainsi de suite. Vous voyez que dans la mesure où je peux faire du parallélisme, je fais du parallélisme. D'accord? C'est-à-dire que j'aurais pu attaquer les tâches A, quand je termine A, je passe à B, quand je termine B, j'attaque C, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le but. Ici, c'est en respectant seulement les contraintes de précédence que j'ai ici, essayer de trouver un planning qui me permet de réaliser tout mon projet en une durée minimale. Parce que si vous faites 5 plus 3 plus 4 plus 3 plus 1, vous allez trouver, je ne sais pas, 20 ou quelque chose comme ça.
D'accord? Or, nous, on a pu réaliser ça en 10 unités de temps. D'accord? Oui, monsieur. Date de début au plus tard et marche. Alors, ce qu'on a vu ici, c'est les dates au plus tôt. Donc, la date de début au plus tôt. D'accord? En fait, quand je dis au plus tôt, ça veut dire que je ne peux pas commencer avant cette date. C'est la date au plus tôt. Je ne peux pas commencer, quand je vois par exemple la tâche D, je ne peux pas commencer avant la date 4, n'est-ce pas? Parce que je dois attendre que B et C soient finis. Et comme C, elle doit durer 4 unités de temps, donc je dois attendre qu'elle soit finie, donc je ne peux commencer qu'à la date 4. Mais comme c'est la date au plus tôt, là, je ne peux pas commencer plus tôt. Par contre, E, je peux commencer à la date 3. Mais est-ce que je peux commencer un peu plus tard? Je ne sais pas, parce que est-ce que je peux commencer un peu plus tard, mais avec une condition. Il ne faudrait pas que la durée du projet change. C'est-à-dire, est-ce que je peux changer, par exemple, la date de début de E, au lieu de commencer à la date 3, est-ce que je peux commencer à la date 4? Est-ce que je peux commencer à la date 5? Est-ce que je peux commencer à la date 6? Je ne sais pas. Mais si je peux commencer à la date 6, est-ce que mon projet ne va pas être retardé, ou si vous voulez, la date de fin de mon projet ne va pas être chamboulée. Donc, la date de début au plus tard d'une tâche I, qu'on va noter TI bar, est la date de début la plus reculée qui n'engendre pas une augmentation dans la durée globale du projet. C'est-à-dire que je peux tolérer un retard pour une certaine tâche, mais dans la mesure du possible, il ne faudrait pas que ce retard pour cette tâche engendre ou implique un retard dans la durée globale du projet. C'est-à-dire que je peux peut-être retarder E, mais je ne veux pas que oméga change. C'est-à-dire oméga doit rester à 10. Donc, comment on va calculer ça? En fait, on va parcourir dans le sens inverse. Donc, on va commencer par l'initialisation. Donc, on va prendre T bar oméga va être égal à T bar. C'est-à-dire que je considère que la date au plus tard de oméga va être égale à la date au plus tôt de oméga. Donc, je commence par 10. Et après, je remonte. Donc, quand je viens ici, je vais dire que F, elle a une durée de 3. Ben, ça veut dire quoi? Si elle doit se terminer à 10, donc elle peut commencer que à 10 moins 3. Donc, je vais dire que F, sa date au plus tard, elle est de 7. Par contre, E, ben, elle a comme successeur oméga. Je peux dire qu'elle peut commencer au plus tard, puisque sa durée, elle est de 5. Et elle doit se terminer avant la fin du projet. Donc, ça veut dire que je peux la commencer à une date qui est égale à 5. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est 10 moins 5. En fait, c'est ce que vous trouvez ici. C'est-à-dire là, vous voyez que TI va être égal au minimum, cette fois-ci, minimum, de tous les TJ moins VIJ, pour les J, cette fois-ci, qui appartiennent aux successeurs. Donc ici, quels sont les successeurs de E? C'est oméga. Et donc, c'est la date au plus tard de oméga, moins VIJ, c'est-à-dire de I vers J, donc c'est 5. Donc 10 moins 5, ça me donne 5. Donc je peux dire que E peut commencer à la date 5. Et quand elle commence à la date 5, elle ne retardera pas la durée du projet. Donc finalement, elle peut commencer à la date 3, elle peut commencer à la date 4, elle peut commencer entre 3 et 5. Elle peut commencer entre la date 3 et la date 5. Et la date au plus tard... Comment? Monsieur, pourquoi on a fait un 1000? En réalité de calcul, on fait juste un moins. T de G bar moins V et G. Mais oui, pourquoi? Oui. Ben, quand je viens ici pour B, ben, elle a deux successeurs. D'accord? Donc, les deux successeurs, il y en a un qui se termine, qui peut commencer au plus tard à 5, et l'autre commence au plus tard à 3. Donc, quand je vais faire 4, plutôt à 3, à 4 ici,
4 moins 3 et 5 moins 3, ben, je dois prendre le minimum des deux. Ah, d'accord, Si je ça prends c'est dans le cas de plusieurs successeurs. Ben oui, ici, c'est le cas général, c'est-à-dire pour tous les Ah, J appartenant au successeur. ah, très bien, oui, oui. D'accord? Donc, ça me donne Ok. ici un 1. Ici, bon, vous avez 7 moins 5, ça nous donne 2. Ici, on a pris le minimum. Celui-là, c'est 4 moins 4, ça nous donne 0, et ainsi de suite. D'accord? C'est bon? Donc, tout ça, c'est quelque chose qui nous permet, en fait, de gérer notre projet. Et ça rentre dans la gestion du projet. Donc, si j'ai des contraintes, je ne sais pas quel genre de contraintes, j'ai une certaine latitude à retarder certaines tâches. C'est-à-dire que soit à retarder cette tâche. Bon, je vais dire par exemple, si est-ce que je peux augmenter par exemple la durée de B? C'est-à-dire au lieu de réaliser B en 3 unités de temps, est-ce que je peux la réaliser en 4 unités de temps? Ben oui, parce que j'ai une marge ici de 1. D'accord? C'est-à-dire que comme je peux commencer en retard de une unité de temps, je peux aussi augmenter sa durée d'unité de temps. Donc, bref. Donc, à partir de là, donc, on peut définir ce qu'on appelle les marges, la marge totale. On verra qu'il y a d'autres types de marges. On parle de marge libre, de la marge totale. Et donc, la marge totale d'une tâche, I, et le retard total qu'on peut se permettre sur I sans remettre en cause la date de fin du projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, en fait, la marge totale, elle est égale à quoi? Elle est égale à T bar moins T. TI bar moins TI pour chacune des tâches. Donc ici, vous avez par exemple 7 moins 7, c'est 0, 4 moins 4, c'est 0. Ici, par contre, vous avez 5 moins 3, c'est 2. Donc, pour chacune des tâches, donc vous avez la marge totale. Donc, pour A, c'est 2. Pour B, c'est 1. Quand 2, c'est 2 moins 0. 1 moins 0, c'est 1. Pour C, c'est 0. Pour D, c'est 0. 4 moins 4. Pour E, c'est 5 moins 3, ça nous donne 2. Pour F, c'est 0. Bien sûr, pour oméga, c'est toujours 0. D'accord? Donc voilà, pour chacune des tâches, j'ai une marge, c'est-à-dire la durée. Enfin, c'est le nombre d'unités de temps ou le temps que je peux retarder la tâche sans affecter la durée du projet. Donc je peux retarder A de 2 unités de temps ou je peux augmenter sa durée de 2 unités de temps. D'accord? Par exemple, ici, j'ai calculé la durée de la tâche, j'ai dit que c'est 5, mais peut-être que parce que je n'ai pas suffisamment d'employés, ben, je peux réduire le nombre d'employés et augmenter sa durée de 2 unités de temps. Donc, les 2 unités de temps ne vont pas impliquer, ne vont pas engendrer un retard dans la fin du projet. Par contre, les tâches là où c'est 0, là, c'est les tâches qu'on appelle les tâches critiques. Donc, vous avez remarqué que C et D et F, c'est 0. Ça veut dire que ces tâches-là, je ne peux pas les retarder du tout. Donc, là, ces tâches-là représentent les tâches critiques. Et le chemin qui va de alpha et passant par les tâches critiques, on appelle ça le chemin critique. C'est-à-dire toutes les tâches qui sont sur ce chemin critique sont des tâches critiques qui n'admettent aucun retard. Les tâches critiques ont une marge nulle. Tout retard sur leur exécution entraîne automatiquement un retard global dans le projet. Monsieur, Un chemin, oui, chemin critique, c'est lui qui va nous donner la date optimale, genre exact. La durée du projet. la durée du projet. Oui. Un chemin est critique s'il relie alpha et oméga et il ne contient que les tâches critiques. C'est bon? Après, nous avons donc la marge libre.
Tout à l'heure, on a vu la marge totale. D'accord? Il y a la marge libre d'une tâche, c'est le retard total qu'on peut se permettre sur I sans remettre en cause la date de début des autres tâches. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai calculé par rapport à la date au plus tard. C'est-à-dire que j'ai mis ici, pour déterminer la date au plus tard de B, j'ai mis le minimum de 5 moins 3 et 4 moins 3. Et j'ai trouvé que c'était 1. Mais là, si je retarde cette tâche, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais retarder aussi cette tâche. C'est-à-dire que si je retarde cette tâche d'une unité de temps, celle-là aussi, elle va être retardée. Celle-là, non. Pourquoi? Parce qu'elle devait commencer déjà à la date 4. Je recommence. Si celle-là, elle commence à la date 0, elle dure 3 unités de temps, donc celle-là, elle commence à la date 4, donc elle commencera qu'une unité de temps après la fin de celle-là. N'est-ce pas? Donc celle-là, si vous voulez, si je retarde cette tâche d'une unité de temps, donc elle commence à la date 1, plus 3, ça nous donne 4. Donc elle ne va pas retarder cette tâche. Par contre, si je retarde la date de début de cette tâche, qui était à 0, si je la mets à 1, plus 3, donc la date de début de fin de celle-là, ça va être combien? 1 plus 3, ça fait 4. Donc E ne peut pas commencer à 3. Elle ne peut commencer qu'après la fin de B, donc elle va commencer à 4. Mais ce n'est pas grave si elle commence à 4 parce que j'ai la marge jusqu'à 5. Donc il n'y aura pas de retard sur le projet. Donc je pouvais retarder B et ça va me faire un retard sur E. Ça, on a appelé ça la marge totale. Par contre, quand on parle de marge libre, c'est lorsque je dis je retarde B, mais sans retarder les autres tâches. C'est-à-dire qu'il va falloir, au lieu de prendre ici, qu'est-ce qu'on avait pris? Pardon, non, c'était MI. MI est égal à T bar moins TI. Ben ici, on avait dit que ça va être MI, ça va être le minimum entre TK moins TI. TI, vous voyez que ce n'est pas T bar. Cette fois-ci, c'est la date au plus tôt, moins DI. Donc, en fait, on va considérer plutôt les dates au plus tôt. C'est-à-dire qu'on va mettre le minimum entre 4 moins 3 et 3 moins 3. Ça me donnera 0. C'est-à-dire que la date au plus tard de B, mais qui n'engendrera pas de retard pour les autres tâches, ça va être plutôt 0. Donc, si je calcule les marges de cette façon-là, je trouverai que la seule tâche qui pourra avoir une marge sans engendrer de retard pour les autres tâches, c'est la tâche A et la tâche E. D'accord? Ces deux tâches-là ont une marge qui est égale à 2. D'accord? Tout à l'heure, les marges, on avait B qui avait une marge. Et cette fois-ci, B n'a plus de marge parce qu'elle engendre un retard pour E. D'accord? Donc, quand on parle de marge libre, c'est d'une tâche, c'est le retard qui est toléré, qu'on peut se permettre sur I, sans remettre en cause la date de début au plus tôt des autres tâches. Alors que la marge totale, c'est le retard qu'on peut se permettre sans remettre en cause la date de fin du projet seulement. C'est-à-dire que je peux retarder d'autres tâches. L'essentiel, c'est que la date de fin du projet ne change pas. C'est bien? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, est-ce qu'on peut avoir plus d'un chemin critique? Je n'ai pas très bien entendu. Je dis, est-ce que c'est possible d'avoir plus d'un chemin critique dans un graphe? Oui, il est possible. Et tous les chemins critiques vont correspondre aux tâches critiques. C'est-à-dire que ce sera des tâches
qui vont être critiques. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir du retard dans ces tâches. Et le moindre retard dans chacune des tâches critiques va engendrer un retard dans la durée du projet. On peut avoir plusieurs chemins. Oui. Oui. TK, c'est tous les successeurs de J. K, c'est le successeur de J. C'est-à-dire que vous avez ici B, ses successeurs, c'est D et E. Donc, vous allez faire le minimum entre TK, c'est-à-dire c'est 4, moins TI, c'est moins 0, moins DI, moins 3. Donc, 4 moins 0 moins 3, ça nous donne 1. Mais vous avez aussi le minimum entre, enfin, ce que je viens de trouver, et 3 moins 0 moins 3, ça me donne 0. Donc, c'est pour ça que je vais trouver ici que la date, que la marge va être égale à 0. D'accord? Par contre, ici, la marge va être égale, au minimum, il n'y a qu'un seul successeur, donc ça va être 7, mais c'est ce 7-là, parce que ici, je n'ai pas la barre. Donc, c'est TK et non pas TK bar. Alors que là, c'était TI bar. Donc, ça va être 7 moins 5, ça me donne 2. Et ici aussi, c'est 10 moins 5, ça me donne 5. Bon, ici, c'est 10 moins 5 moins la durée. 10 moins 3 moins la durée. Donc, ça me donne 2. TK, c'est le successeur. TI, c'est la date ou plutôt de la tâche en question. Donc, si je ne regarde pas de E vers oméga, donc oméga, c'est le K, et I, c'est le E. Donc, ça va être 10 moins 3 moins 5. 10 moins 3 moins 5, ça me donne 2. C'est ce que j'ai trouvé ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on va faire des exercices, ça va améliorer votre automatisme, c'est-à-dire que le calcul du chemin le plus court, du chemin le plus lent, etc., il faut s'entraîner un petit peu pour le faire. Après, c'est un jeu d'enfant, hein, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Il faut s'exercer 1 ou 2 fois, c'est tout. D'accord? Pour acquérir des automatismes. Ça devient un peu plus, presque automatique, là, le calcul de chemins optimaux dans un graphe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, donc on passe à l'exercice au TD. Bon, si vous voulez, on prend 5 minutes, une petite pause et on fait le TD. Si je fais aujourd'hui 1h30 de TD, peut-être que la séance prochaine, je vais la consacrer qu'au cours. Et comme d'habitude, ah non, pardon. La séance prochaine, ça va être quoi? Ça va être en présentiel, c'est ça? Oui, monsieur. Et donc, la semaine prochaine, je vais faire que du TD. Mais aujourd'hui aussi, je vais faire du TD parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, si vous permettez, donc on va prendre une petite pause de 5 minutes, 10 minutes maximum. Et on va reprendre, peut-être qu'on va faire